Bonsoir, nous sommes le mardi 25 octobre 2021. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission d'actualité de Mediapart. Au sommaire, ce soir, depuis le meurtre abominable de la jeune Lola, la récupération politique et médiatique n'en finit pas. Dans le paysage audiovisuel, une émission en a beaucoup parlé en des termes défiant l'état de droit. C'est l'émission de Cyril Hanouna qui, dans ce contexte, a reçu le ministre de l'Intérieur. On décrypte cette séquence politico-médiatique avec notre invité. C'est une émission qui pèse, qui entend peser dans le débat public et c'est un ministre que l'actualité ne laisse pas tranquille. La réunion des deux donne un objet audiovisuel étrange qu'on a décidé d'analyser compte tenu du contexte dans lequel il s'est déroulé. Cette mission, c'est Face à Baba, présentée par Cyril Hanouna, et ce ministre, c'est Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur y était invité jeudi dernier pour près de 3 heures de direct. Même si l'invitation a été lancée avant, l'émission s'est déroulée quelques jours après le meurtre atroce d'une fillette de 12 ans à Paris, Lola, et le même soir qu'une manifestation en sa mémoire organisée par l'extrême droite. Que dire de cette émission dans ce contexte particulier ? Quel message envoie le ministre en y allant ? Pour y répondre avec moi autour de la table, Stéphane Ancel, bonsoir et bienvenue. Vous êtes historien des religions, docteur en sémiologie et peut-être fanzouz, ou en tout cas peut-être vous l'avez été. Repenti. À tel point qu'à un moment, il vous a paru nécessaire de décrypter ce que vous appelez le système Hanouna. Votre essai est paru il y a 1 an. Ce n'est pas que de la télé, ce que le système Hanouna dit de la France. Hélène Salvi, salut. Tu diriges le pôle politique de Mediapart. Et avec toi, on analysera cette séquence dans laquelle Gérald Darmanin participe à cette émission. Stéphane Ancel, pourquoi quitter l'histoire des religions et l'étude de l'antisémitisme pour vous plonger dans le système Hanouna ? D'abord, par curiosité, je vous demande. Non, mais c'est vrai, c'est une question légitime. C'est qu'effectivement, et comme disait Renan, pour bien étudier une religion, faut en avoir été et faut l'avoir quitté. Et donc, pour parler d'Hanouna, assez pertinemment, il faut peut-être l'avoir suivi. Et je l'avoue bien humblement, suivi ses émissions il y a des années quand il commençait. J'ai vu l'évolution du personnage, j'ai vu l'évolution de la structure de ses émissions, au moment aussi où il basculait avec Balance ton poste sur des sujets beaucoup plus sensibles. À ce moment-là, il m'a paru particulièrement, non seulement agaçant évidemment, mais aussi assez dangereux pour un certain nombre de valeurs républicaines. Et je commençais à en parler à des étudiants en cours de sémiologie, et puis je me suis dit qu'il fallait peut-être écrire quelque chose, voyant qu'en 10 ans d'existence médiatique, il n'y avait quasiment rien d'écrit sur Hanouna et ses émissions. Alors, vous avez regardé l'émission donc, de jeudi dernier, Face à Baba, avec Gérald Darmanin. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette émission ? En 2 mots, et on va y revenir en détail. Hélène. Disons de prime abord, simplement, alors pas en journaliste, mais en simple téléspectatrice, j'ai trouvé ça très oppressant. Et ensuite, en y réfléchissant un petit peu pour ses besoins, enfin les besoins de l'émission, j'ai trouvé ça à la fois très facile et, a fortiori, assez démagogique. Stéphane Ancel ? Alors, rien ne m'a surpris parce que c'est son fonctionnement depuis des années. Et en réalité, il cumule, si on regarde bien, il cumule tout ce qui a été fait à la télévision depuis des années. Il y avait dans cette émission du Delarue, il y avait un peu du Ardisson, il y avait du De Chavannes, il y avait tout mélangé, condensé comme ça. Et avec un rôle, par contre, qu'il a mené jusqu'au bout, très particulier, parce qu'il était à la fois animateur, metteur en scène, représentant du peuple, donc une figure quasi mystique comme ça, et tout puissant, parce qu'il y a un côté tout puissant. L'émission s'appelle quand même Face à Baba. Baba, c'est son surnom. Son surnom, et un nom un peu à la gourou dans le sens indien, quoi. Voilà, guide comme ça. Donc effectivement, c'est pas devant les Français, c'est devant Baba, lui représentant la France. Donc c'est quand même un rôle qui se donne et qui est assez particulier dans le paysage audiovisuel. Alors justement, penchons-nous sur le dispositif de Face à Baba. Donc ça commence par ce générique qui fait penser à celui d'un film d'action rythmé par un jeu de lumière sur lequel arrive Cyril Hanouna, tel un boxeur qui avance vers le ring. Il salue son invité, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au centre du plateau, sur un siège pivotant, avec tout autour de lui le public. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Face à Baba. Il est 21h16, nous sommes en direct sur ce 8. Et c'est donc parti pour presque 3 heures d'émission, tout au long de laquelle la tonalité va être la suivante. Les Français, ils ont un sentiment
d'insécurité. On a l'impression d'être dans un monde de fous. Ça va de plus en plus loin. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 14-15 ans qui ont des couteaux, qui sont armés. Et les gens ont peur de mettre une montre, les gens ont peur de sortir, les gens ont peur d'aller faire du footing un peu tard. Les jeunes sortent de moins en moins, ils ont peur. Il y a énormément de faits divers en ce moment. Voilà, on en a entendu plein ici et c'est vrai qu'on a l'impression d'en entendre de plus en plus. J'ai pas un seul coup de fil de ma maman, de ma grand-mère, de mon grand frère qui me dit « Fais attention à toi aujourd'hui ». Alors évidemment, c'est un montage, hein, on a pris des petits bouts, mais ce champ lexical qui se dessine tout au long de l'émission, celui de la peur, des fous, comment vous l'analysez ? Alors, juste l'entrée, déjà, elle est assez extraordinaire. D'habitude, c'est quand même les invités qui sont mis à l'honneur, qui rentrent comme ça et qui s'apprêtent à un combat. Là, c'est quand même celui qui est mis en valeur, c'est Hanouna. Et sur Durando Veneziano, on remarquera le côté aussi très, très populaire. Et puis par la suite, effectivement, il a toujours mis ça en avant, de parler au nom d'eux. Et c'est assez facile comme méthode, parce que lui étant systématiquement sur les réseaux sociaux et Twitter étant son baromètre, il peut dire comme il l'entend et comme il veut, les gens pensent que, les Français disent ça, sans évidemment quantifier, jamais, sans qu'il y ait de sondage à l'appui, sans qu'il y ait d'études à l'appui, il faut lui faire confiance. C'est-à-dire que quand il dit les gens pensent que, on doit le prendre au mot et on a l'impression que c'est 60 millions de Français qui sont absolument convaincus de ce qu'il dit, faisant en plus, il y a un côté très, très émotif, faisant jouer sa famille, les amis, etc. C'est pas surjoué, hein, c'est, je crois, lui, depuis 10 ans, plus de 10 ans qu'il est à la télévision. C'est ça qui met en scène. Donc, je le redis, le contexte politique dans lequel s'inscrit cette émission, c'est celui du meurtre de Lola quelques jours plus tôt et la récupération qui va avec. Et dans Face à Baba, eh bien, cette histoire prend une grande place. L'émission commence d'ailleurs par ce sujet. On va tout de suite démarrer avec vos questions. Il est 21h22, on est en direct. Et la première question, c'est une question Twitter. Un enfant de 12 ans séquestré, violé, asphyxié, tué par une personne en situation irrégulière et expulsable depuis le 30 septembre 2022. Ça vous dirait de faire votre boulot? Voilà, la question est assez cash. C'est ce qui va se passer ce soir. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur le ministre? Pendant 18 minutes, l'affaire va être discutée et le ministre sera interpellé par des personnes du public qui semblent représenter des Français témoins. Il est là, merci, vous pouvez vous lever. Merci aussi d'être avec nous, retraité, vous avez 74 ans. Vous dites que vous avez le cœur déchiré, comme tous les Français, par la mort de Lola, et ça vous empêche même de dormir la nuit. Le retraité demande donc des comptes au ministre. Je suis en colère. Et pourquoi je suis en colère? Je me pose la question. Je suis un grand-père, je suis un père. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants dans une société qui est en train on dirait que nous sommes des zombies. Bien dans le micro aussi, merci. On dirait que nous sommes des zombies. On est en train de nous tuer, de nous assassiner, de décapiter des professeurs, de menacer, de tabasser des enfants quand ils sortent des lycées. Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand nous allons subir, n'est-ce pas, le mal que des étrangers en situation irrégulière font subir aux Français? Jusqu'à quand nous sommes obligés à un moment de se poser la question. S'ensuivent pendant encore 40 minutes des témoignages de femmes et d'hommes agressés sans qu'on ne connaisse le contexte. Angèle, 89 ans, agressée par des mineurs, puis c'est le meurtre d'un toxicomane d'un nonagénaire dont le fils interpelle le ministre. On arrive comme ça à une heure d'émission où il n'est question que d'insécurité, à partir d'histoires sur lesquelles on a finalement peu d'informations, même si on ne remet absolument pas en cause les témoignages des personnes qui se succèdent. Mais qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça vous inspire, la façon dont les sujets sont abordés par l'interpellation d'un ou d'une citoyenne dans le public? C'est par le prisme du fait divers. Alors ça existe depuis le 19e siècle en réalité, et les journaux à l'époque ont trouvé un filon extraordinaire pour vendre davantage, feuilletonner des faits divers comme ça, les mettre en avant. Un fait divers, c'est quelque chose pris isolément en fait, et qu'il faudrait étudier, dont il faudrait comprendre les tenants et les aboutissants dans un contexte et avec une approche
au maximum dépassionné, parce que là, il n'a pas le choix. Darmanin, il se trouve pris, donc c'est difficile à répondre, il se trouve pris face à des Français qui représentent quand même, quand on regarde l'ensemble des séquences, un certain nombre, je dirais, de communautés. Il y a une communautarisation quand même, chacun parlant un peu de sa position. Et ça reflète l'état aussi d'une France de communautarisation comme ça, où il y a des revendications particulières, où il y a des approches particularistes, on pourrait presque dire, et on est dans l'émotionnel. Comment répondre à l'émotionnel face à des affaires, et tout est mélangé, puisque le monsieur parlait de Samuel Paty, il y a quand même pas grand-chose à voir, et quand vous balancez tout d'un coup comme ça, évidemment, c'est totalement anxiogène. Concrètement. Vous dites, le ministre se retrouve là, il n'a pas trop le choix. Le ministre, il sait qu'il va être interpellé par des Français, a priori. Oui, alors là, après, c'est la grande question, bien sûr. C'est la grande question. Depuis l'infotainment mis en place, pour le meilleur comme pour le pire, depuis Ardisson, depuis les années 90. Justement, sur vous dites, il aborde ça par le prisme des faits divers, et en l'occurrence, il politise, enfin, dans l'émission, c'est politisé, puisque ceux et celles qu'on entend lient insécurité, immigration, sans jamais vraiment que Cyril Hanouna les reprenne sur ça. Est-ce qu'en participant à cette émission structurée de cette manière, le ministre, il valide ces thématiques qui sont traditionnellement celles de l'extrême droite ? Il valide à tout le moins le confusionnisme dans lequel l'extrême droite et une partie de la droite au pouvoir et dans l'opposition tentent de nous amener depuis quelques années. Gérald Darmanin, là, en fait, dans cette émission, est vraiment dans la lignée de ce qu'il fait depuis son entrée au gouvernement, assez étrangement, depuis son entrée au gouvernement, et beaucoup moins quand il était à l'UMP devenu les Républicains, parce qu'il fait partie de ces quelques ministres, et même, je dirais, le premier, qui, très tôt, dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ont tenté d'amener le président de la République sur les questions identitaires, pudiquement appelées régaliennes, c'est-à-dire qui englobe les questions identitaires, les questions de sécurité, les questions d'immigration. Gérald Darmanin, il était encore ministre du budget fin 2018. C'est lui qui, le premier, quand émerge le mouvement des Gilets jaunes, parle de peste brune qui défile sur les Champs-Élysées. C'est lui qui conseille aussi au président de la République de parler de mettre ces questions identitaires dans le débat, alors qu'on est dans un moment où il y a une revendication de pouvoir d'achat et une revendication de nouveau souffle démocratique, mais pas tellement ni de sujet d'immigration. Voilà. Donc il a joué ce rôle-là, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron lui-même ensuite a sombré dans ce confusionnisme qu'il dénonçait en 2017. Donc finalement là, on s'inscrit dans ce qui se produit depuis des années. Et qui arrive là un climax, et en plus qui rencontre un moment effectivement, et le meurtre de la fillette. Le meurtre de la fillette Lola, justement, qui fait les gros titres des émissions de Cyril Hanouna tout au long de la semaine dernière, notamment donc l'émission phare qui était PMP. Le 18 octobre, il va parler de l'affaire Lola pour la première fois, et de nombreuses fois dans l'émission. Lola, 12 ans, a été assassiné d'une manière atroce à Paris. On reviendra sur les circonstances sordides de ce drame. On ne peut s'empêcher d'y penser tous les jours. On s'est tous mis à la place de la famille. Mais même Lola, moi je l'ai ressenti, je vous dis, comme quelqu'un de ma famille. Dans le lendemain, dans le 6 à 7, qui est un débrief de l'émission de la veille, le meurtre de Lola se retrouve dans un top 5 qui égrène les sujets qui ont le plus marché. La fillette occupe les places 2 et 3, derrière la numéro 1, qui est le plat préféré des chroniqueurs. 30 minutes plus tard, l'ambiance est à la fête. Cyril Hanouna célèbre les bonnes audiences, plus de 2 millions de téléspectateurs la veille. Fiesta façon Carnaval de Rio aux abords du studio et sur le plateau. Avec le directeur de la chaîne qu'on voit là, Franck Apieto, qui apporte un trophée sur lequel est donc gravé 2 millions de spectateurs, soit l'audience record de la veille, jour où le meurtre de Lola est dans le top des sujets plébiscités. Le meurtre de Lola est abordé tout au long de la semaine dernière, jusqu'à une déclaration choc de Cyril Hanouna qui va alimenter ses plateaux et ceux des autres chaînes pendant plusieurs jours avec cette question: faut-il juger les fous ? Moi, je l'avais dit, et je le redis ce soir, je n'ai pas peur de le redire, pour ce genre de personnes, pour moi, le procès doit se faire immédiatement. C'est procès immédiat, c'est en quelques heures, et terminé, c'est perpétuité directe.
Deux jours après, c'est Éric Dupond-Moretti qui réagit sur France 5. Il dit, M. Hanouna, ça, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Il faut s'adapter à l'époque. Mais si c'est ça l'époque dans laquelle on vit, on est tombé franchement bien bas. Parce que ça, c'est le Moyen-Âge, vous comprenez ? L'état de droit, il nous protège. Et le balayer comme ça pour, au fond, flatter les bas instincts, faire de l'audience, de l'audimat, moi, c'est quelque chose qu'à titre personnel, je ne peux pas accepter. Et hier, c'est à nouveau Cyril Hanouna qui lui répond, persiste et signe. Et ouais, écoutez, moi je le redis. Je le redis, et surtout quand je vois ces images. Pour moi, c'est procès très rapide et perpétuité pour la personne qui a fait ça. Je suis désolé. Éric Dupond-Moretti a dit qu'on retournait au Moyen-Âge. Pour moi, c'est leurs méthodes qui sont celles du Moyen-Âge. Voilà, donc depuis 5 jours, on discute de faut-il un procès expéditif, faut-il balayer la justice pour condamner illico presto la suspecte. Ah oui, mais ça pourrait être, il pourrait prôner l'écartèlement. On a connu ça quand même à des époques, et tout ça aussi dans des ambiances extrêmement anxiogènes après des faits divers. Et tout de suite après les faits divers, on sait très bien que la population est particulièrement remontée et attend une justice expéditive et serait prête à beaucoup de choses. Et si vous laissez le présumé coupable dehors, il se fait lyncher, pendre automatiquement. Donc il joue complètement là-dessus. En début d'émission, vous aviez dit qu'il était devenu dangereux, Cyril Hanouna. Est-ce que ce genre de séquence, par exemple, ce genre de déclaration, c'est celle-ci que vous pourriez qualifier de dangereux, ou vous parliez d'autre chose ? Oui, entre autres, parce que tout est à l'emporte-pièce, tout est aux espèces de bon sens populaire depuis des années. Alors quand il faisait une émission avec quelques centaines de milliers de téléspectateurs, qu'il abordait uniquement les autres émissions, les médias, les audiences et tout, qui se marrait comme ça, c'était bon enfant. Je regardais à l'époque et ça allait. C'était une émission de critique des médias initialement. Oui, c'est ça. C'est plus du tout le cas. Et appliquer les mêmes méthodes, le même état d'esprit quand on est là à 2 millions de téléspectateurs et quand on a une influence énorme, une influence politique, ça devient irresponsable, concrètement. Alors, sur le timing, il est aussi intéressant de noter que, alors que Gérald Darmanin est probablement en coulisses en train de se préparer à cette émission, pré-entrée sur le plateau, le jeudi soir dernier donc, il n'en est pas responsable, mais en plein Paris, un peu moins de 1000 personnes sont rassemblées place d'Enfer Rochereau pour une manifestation pour Lola, une manif à l'initiative de l'Institut pour la Justice, une association d'extrême droite qui notamment répertorie les crimes et délits commis par des étrangers. À la fin de la manifestation qui s'était déroulée de façon calme, la frange la plus extrême des manifestants a lancé son slogan. Le lendemain, à Lyon, même ambiance, une grande banderole, justice pour Lola, juste à côté de l'immigration tue et au mégaphone. Hélène, l'extrême droite la plus décomplexée dans la rue à la faveur de ce fait divers terrible. Tu l'analyses comment ? Je l'analyse là encore malheureusement comme quelque chose qui est assez logique vu le contexte dans lequel nous sommes et qui risque de s'amplifier. On est dans un moment où Marine Le Pen est arrivée pour la seconde fois consécutive au second tour de l'élection présidentielle sans que ça n'émeuve grand monde, contrairement à ce qui s'était passé il y a encore quelques années. On est aussi dans un moment où on a 89 députés du Rassemblement national qui sont rentrés à l'Assemblée nationale, qui occupent aujourd'hui des postes très importants comme les vice-présidences de l'Assemblée nationale et dont qu'on ne peut même plus taxer des xénophobes si on en croit le rappel à l'ordre qu'a écopé une députée de la majorité il y a quelques jours par la présidente de l'Assemblée nationale. En fait, on est vraiment dans le résultat de ce qui a été installé depuis des années, y compris, bien qu'ils s'en défendent par le pouvoir actuel, qui a quand même participé à ce qu'on a communément appelé la banalisation de l'extrême droite. On se souvient des fous rires avec Philippe de Villiers, on se souvient de Pas de deux avec Robert Ménard, on se souvient d'entretiens fleuves accordés à valeur actuelle. Tout ça, en fait, a installé un climat, et évidemment sans parler de la présence des élus du Rassemblement national dans les médias, sur CNews évidemment, sur les chaînes de Vincent Bolloré, mais
mais ailleurs. Il suffit de regarder en fait le dimanche, qui est une grosse journée politique, il suffit de regarder la liste des invités politiques chaque dimanche pour se rendre compte qu'on est dans un contexte très particulier. Dans ce contexte-là, le fait que la parole d'extrême droite se libère et dans les médias et dans la rue est tout à fait logique, malheureusement. La parole d'extrême droite là, qu'on voit pousser à l'extrême dans la rue avec des termes comme remigration, l'immigration tue, etc., elle est aussi celle qu'on entend dans cette émission Face à Baba à travers le public qui est invité à parler et qui le dit dans des termes bien moins insultants, mais qui dit plus ou moins la même chose, qui relie immigration et insécurité. Est-ce qu'on pourrait dire que Cyril Hanouna, à travers son émission, et Gérald Darmanin en y allant, contribuent à légitimer cette parole extrême ? Les études ont montré, là, je crois que c'était il y a 2 ans, que la moitié de son public vote soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Donc c'est pas du tout étonnant qu'il adapte son langage à ce public-là, lui-même parlant avec ses émotions à la Bigard, dont il est un grand ami. Et oui, ça banalise quand il invite absolument tout le monde à discuter, estimant que toutes les paroles sont bonnes à dire. Pour pas dire toutes les vérités, et que le seul personnage, alors étonnamment, qu'il n'inviterait jamais, c'est Dieudonné. Pourquoi? Et savoir pourquoi Dieudonné. Alors dans ce cas-là, s'il y a que Dieudonné, il peut inviter Soral aussi, par exemple. Donc ça, effectivement, ça me pose un problème parce que comme on dit très couramment, c'est 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour les nazis, et je crois que ça lui poserait pas un gros problème d'inviter des nazis, d'inviter toutes les franges les plus extrêmes. Pour lui, c'est une sorte de représentation populaire, et par ailleurs, il a systématiquement les yeux sur les audiences, et il sait que ça va feuilletonner et que ça va faire augmenter les audiences. Et l'autre chose, et la responsabilité politique de ça, c'est que là, on a une émission avec un ministre qui a encore quelques mois, je crois que c'était en 2021, disait préférer le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing aux enquêtes de l'INSEE. Donc en fait, on s'inscrit dans un moment où la rigueur a été écrasée absolument par le bon sens, le ressenti, l'opinion. Pour préciser à propos de ces manifestations qu'on a vues notamment à Lyon, le préfet du Rhône et le maire de Lyon ont fait ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire un signalement au procureur de la République sur des propos qualifiés de xénophobes et qui appellent à la haine. Pour autant, on n'a pas trop entendu Gérald Darmanin sur ces manifestations et sur ces débordements. Non, mais en règle générale, on entend très peu Gérald Darmanin sur ce genre de sujet. Et d'ailleurs, pas plus tard que cet après-midi, à l'Assemblée nationale, en séance de questions au gouvernement, il a été interrogé à 2 reprises par des députés de l'opposition, de la NUPES en l'occurrence, sur ces sujets. Sur ce qui ressemble fort, s'agissant de Gérald Darmanin, qui quand même s'empare de la moindre polémique Twitter, en ça il est assez proche de Cyril Hanouna, j'ai envie de dire, il y a effectivement quelque chose qui ressemble un peu à de la géométrie variable. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a été interrogé sur son silence sur ces sujets-là? Il a répondu « Oui, mais moi, au moins, je n'accepte pas les voix du Rassemblement national », référence à hier un vote de motion de censure du 49.3 du budget. Je vous la fais très très courte. Que Marine présenté Le Pen, par la NUPES et qu'ont voté les députés RN. Que Marine Le Pen a choisi de voter, en tout cas son groupe. Et en fait, c'est vraiment la petite musique qu'on entend depuis pour le coup très longtemps de la part de l'exécutif, c'est-à-dire qu'ils renvoient dos à dos l'extrême droite et ce qu'ils appellent l'extrême gauche, qui en vérité rassemble toutes les personnes de gauche qui ne sont pas d'accord avec leur action politique, si je résume. Et ça, si vous voulez, c'est d'autant plus confusionnant, on en revient toujours à la même histoire, c'est que depuis 24 heures, on a que des élus de la majorité qui disent « Ah, vous voyez, on a la preuve enfin que extrême droite, extrême gauche, c'est la même chose », alors que ces mêmes élus, en l'occurrence la majorité, ce sont eux qui ont voté en juillet dernier, qui ont glissé dans l'urne un bulletin extrême droite pour faire élire 2 vice-présidents du Rassemblement national. En fait, il y a quelque chose. Enfin, là, ça... C'est vraiment l'attaqué qui attaque, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de réponse sur le fond, sur quelque chose qui est
en vérité une véritable hypocrisie et qu'on retrouve encore dans l'émission. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On se retrouve dans une émission où Gérald Darmanin est en train de faire des rappels sur l'état de droit. Le même homme qui a été dans une manifestation de policiers pour crier contre la justice sous les fenêtres de l'Assemblée nationale. Et c'était il y a à peu près 1 an et demi à peine. En fait, tout ça participe à quelque chose qui fait qu'on ne peut plus rien comprendre de ce qu'ils défendent. Soit ils ne répondent pas sur le fond, soit ils attaquent les autres, soit en fait ils participent à alimenter ce climat général. C'est simplement incompréhensible. Vous voulez réagir avant que je passe à la suite ? Non, mais allez-y, je vous en prie. Alors la suite, une image que je voudrais vous montrer encore avant de finir, c'est la présence dans le public d'une ministre, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, régulièrement filmée et citée pendant l'émission. Son travail sur les violences sexuelles est salué par l'animateur lui-même. Oui, on l'a suivi, c'est vrai que Marlène Schiappa essaie vraiment de... En tout cas, je trouve que ça a beaucoup plus avancé ces dernières années, en tout cas sous la houlette de Marlène Schiappa, que ce que ça a avancé avant. Je trouve, après, voilà, de ce que je vois, moi aussi, de derniers témoignages, bien sûr, s'il y a encore énormément de travail, mais je trouve que Marlène a fait quand même un travail incroyable là-dessus. Alors, dans notre documentaire sur la concentration des médias, Média Crash, on avait déjà montré le rôle de Marlène Schiappa, trait d'union entre Cyril Hanouna d'un côté et les membres du gouvernement de l'autre, et qui légitime le rôle d'animateur politique de Cyril Hanouna, extrait. Ce costume d'animateur politique, il se l'est taillé au fil des émissions et des ministres qui ont défilé sur son plateau. Des relations qui vont favoriser Cyril Hanouna, puisque quand les ministres viennent sur son plateau, ils vont le crédibiliser en tant qu'animateur politique. Oui, mais je note, Cyril, que vous avez fait beaucoup de progrès. Vous avez fait beaucoup de progrès dans la maîtrise de votre antenne. Et vous pouvez être tout aussi drôle, tout en étant respectueux, donc bravo pour ça. Marlène Schiappa, la ministre, n'hésite pas à afficher en direct sa complicité avec Cyril Hanouna, l'animateur. Je l'ai invité cordialement, il a eu la gentillesse de venir. Je lui ai offert des lasagnes, on a mangé ensemble, on s'est écrit des SMS, on est toujours en contact. Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non ? C'est Marlène Schiappa qui a légitimé Cyril Hanouna. Elle a considéré que cette émission était incontournable pour faire passer des idées politiques. Pour vendre les mesures du gouvernement, Marlène Schiappa va même jusqu'à co-présenter une émission avec l'animateur de C8. J'ai pas beaucoup de voix, mais c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que justement, ce soir, je suis venue pour assez peu parler et finalement plutôt vous écouter. Et l'idée, c'est de voir comment, ensemble, on peut faire un atelier du grand débat. Et 2 semaines plus tard, elle y retourne, toujours en tant que co-animatrice. Vous avez très gentiment accepté qu'on puisse faire un grand débat officiel sur le plateau de Balance ton poste, qui a d'ailleurs été enregistré et comptabilisé officiellement comme un atelier du grand débat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quel rôle jouent les ministres en y allant dans la crédibilisation de cette émission, au fond ? Est-ce qu'ils ont une responsabilité à y aller ou à ne pas y aller ? Oui, mais c'est des questions qui sont très très anciennes. J'ai l'impression, sans être un grand spécialiste de cette histoire-là des médias, mais justement depuis les années 90, ce sont plutôt les journalistes et la télévision et les médias qui prennent un petit peu le contrôle de la classe politique par le fait que les politiques sont bien obligés d'y aller. Et encore une fois, je me souviens début d'Ardisson où les uns après les autres y allaient et répondaient. Si vous vous souvenez à cette fameuse question, pardon, c'est un peu vulgaire, mais est-ce que Sucé s'est trompé ? Quand j'entendais un Michel Rocard à qui on posait cette question-là, qui était un peu gêné, ne savait pas trop quoi répondre, moi j'étais ado, je découvrais ces personnages politiques-là pour la première fois. C'est ce que Marlène Schiappa dit, au moins ça les fait découvrir à la jeunesse. Sauf que je les découvrais dans une posture qui était quand même très gênante et directement en manque de crédibilité. Toutes les études ont montré depuis que les 2 professions les moins crédibles et à qui on fait moins confiance sont les journalistes et les politiques. Donc il y a quand même un effet effectivement très très pervers, c'est la boîte de Pandore. Donc on y va. C'est à chacun sa responsabilité. Sophia Aram avait fait une chronique en disant que quand on y va, on sait, on est responsable. Voilà, il faut assumer et effectivement y aller, c'est de lui donner toujours plus de crédit. Je vous rappelle que Christophe Barbier avait fait un livre l'année dernière avec lui chez Fayard, ce que les Français m'ont dit, ce qui est quand même incroyable. Et Marlène Schiappa avait dit, je crois que c'est elle qui avait dit qu'il était tout à fait légitime pour animer un débat du
second tour éventuellement. Donc à la limite, presque, lui, il demande rien et en fait, il est rendu incontournable par les politiques eux-mêmes qui jouent avec le feu, je trouve. Hélène, est-ce qu'il y a une raison autre que l'audience qui fait que les ministres se bousculent pour y aller ? Alors, on peut lui reconnaître à la décharge du gouvernement, il y a des ministres qui ont toujours refusé d'y aller. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il en reste encore des raisonnables. Pour les autres... Est-ce qu'on peut reconnaître à Cyril Hanouna de permettre à des ministres de s'adresser à des gens auxquels ils ne s'adressent pas, parce que le public n'est pas le même? Mais alors c'est un avis très personnel. Pour moi, c'est vraiment de la com à la papa. C'est-à-dire quand je les entends dire non, mais on va chez Hanouna pour parler aux jeunes. Parce que c'est ça, je veux dire, c'est vraiment... En fait, c'est toujours se croire plus malin que les autres, ceux qui ont précédé. C'est-à-dire, tout ce qui n'a pas fonctionné avant, eux pensent qu'ils vont réussir. Et ce truc de dire, je vais chez Hanouna, c'est comme TikTok ou les réseaux sociaux. En fait, pardon, mais c'est ringard, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc de se dire qu'ils vont s'adresser au peuple ou aux jeunes en allant dans ce type d'émission. Je trouve que ça en dit plus long sur leur incapacité à s'adresser au peuple et aux jeunes que sur leur succès là-dedans. Et par ailleurs, sur toujours cette histoire de démagogie, moi j'ai entendu plusieurs fois Gérald Darmanin dans cette émission dire oui mais tout ça est validé par Cyril Hanouna, tout ça c'est des trucs de bobos, ça c'est les bonnes âmes de Paris, ça c'est... Enfin pardon, mais il n'y a pas plus démagogique que ce genre de choses, quoi. Comme si on allait dans cette émission pour bien scinder un peuple qu'on est censé rassembler. Moi, je trouve qu'en tout pour tout, c'est une erreur. Et par ailleurs, ça ne leur réussit pas. C'est-à-dire que sur les thématiques comme sur la façon de faire de la communication, ils font avec 10 ans de retard ce que Nicolas Sarkozy avait très bien réussi à faire en 2007, et bon, qu'il a quand même échoué à maintenir par la suite. Et eux, ils pensent qu'ils vont réussir. Bah, en vérité, à observer, je trouve ça fascinant. Pour les citoyens, je trouve ça un peu regrettable. Eh bien, on va se quitter sur ce dernier mot. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre. Elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci et à très vite sur Mediapart. Bonne soirée. Salut.